Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à Monsieur Bernard Bonne pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui malheureusement n'est pas ici. Alors Madame la ministre, 3 ans après le discours de Rungis, la situation des agriculteurs, particulièrement celle des producteurs de viande bovine, est catastrophique. Pourtant, ils y croyaient vraiment. Ils espéraient qu'avec la loi Egalim, leur avenir serait meilleur. Je rappelle que cette loi devait rééquilibrer les relations commerciales, encadrer les promotions et surtout redonner de la valeur aux denrées agricoles. Il n'en est rien. L'annulation du salon de l'agriculture pour cause de pandémie nous oblige, nous, parlementaires, à relayer la détresse du monde rural. Alors que 2020 est une année record des bénéfices pour la grande distribution, que les négociations commerciales ont été difficiles et ne se sont conclues que dans la nuit de lundi à mardi, les revenus agricoles sont au plus bas. Madame la ministre, comment se fait-il que l'obligation contractuelle faisant référence aux coûts de production pourtant prévus par la loi ne soit pas proposée aux producteurs et que les entreprises de transformation n'obtiennent pas de la grande distribution un accord à cette hauteur? Cette situation n'est ni morale, ni acceptable, ni justifiable. Comment comptez-vous y remédier? Merci, Monsieur Bonne. La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Madame la ministre. Bonjour. Merci Madame la Présidente, merci de cet accueil chaleureux. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonne, c'est pour une très bonne raison que notre ministre Julien de Normandie n'est pas là. Il est excusé et je l'en excuse, il est aussi à l'Assemblée nationale en ce moment même. Il s'en excuse et c'est en son nom très directement que je vais me permettre de vous répondre et de saluer évidemment, comme vous l'avez fait, la mobilisation totale de notre chaîne alimentaire. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que le Premier ministre ira dans les prochains jours aux côtés de nos éleveurs pour leur témoigner très concrètement la reconnaissance que leur doit notre gouvernement. La loi Egalim de 2018 a mis en place des outils très concrets pour parvenir à cet objectif. Il y a encore du chemin, c'est pourquoi nous continuons à surveiller. 5 réunions de comités de suivi des négociations commerciales ont eu lieu depuis ces derniers mois, menées par Julien de Normandie notamment. Une mission a été confiée à Serge Papin qui doit dresser des pistes d'amélioration. Vous le savez, la transparence, c'est la clé pour surmonter l'opposition entre distributeurs et industriels. Nous continuons à mener à bien l'application d'Egalim. D'abord, Bruno Le Maire intensifie, démultiplie les contrôles pour que la loi Egalim soit effectivement appliquée. Ensuite, nous renforçons la médiation. Nous savons qu'elle est indispensable. Enfin, nous avons lancé une adresse de signalement pour mobiliser les consommateurs et lutter contre des prix trop bas ou des indications trompeuses, notamment sur l'origine. Plusieurs cas, pour votre information, sont déjà traités par les services du ministère de l'Agriculture et de la DGCCRF. En un mot, chers sénateurs, c'est chaque jour que nous continuons à nous mobiliser pour répondre au constat collectif fait ensemble lors des ateliers Egalim. Merci encore de votre accueil chaleureux et j'espère que cette réponse vous aura convaincu. Merci Madame la ministre. La parole est à... S'il vous plaît, la parole est à Monsieur Bonne pour 38 secondes. Je regrette beaucoup, Madame la ministre, ce type de réponse qui ne correspond en rien à ce qu'on voit sur le terrain. Je vais vous prendre un exemple. J'étais, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, avec un groupe d'agriculteurs dans mon département de la Loire. Il y avait un agriculteur qui me disait que sa fille lui avait demandé sa feuille d'imposition et lorsqu'elle est revenue quelques minutes après, elle a dit « Comment ça se fait, papa ?»
il y a 0 sur les revenus de ta feuille d'imposition. Et il lui a expliqué qu'effectivement, c'était un agriculteur qui était là depuis 17 ans, qui travaillait normalement, qui avait plus d'endettement, qui touchait même un peu de la PAC, 30 000 € à peu près, qu'il avait en plus 110 hectares et qu'il n'était pas capable d'amener une réponse positive à sa fille. Je crois qu'il faut arrêter au niveau des agriculteurs. La question est terminée, merci. De faire en sorte qu'il n'y en ait plus en France et surtout qu'on puisse remplir nos assiettes avec d'autres nourritures que celles qui viennent de la France. La parole est à Madame Christine Herzog pour le groupe Union centriste. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Jean-Marie Mison, mon collègue de Moselle, s'associe aussi pour vous poser la question. Hier matin, à minuit, pour la seconde fois en moins d'1 an, le gouvernement fédéral d'Angela Merkel a mis fin à 60 ans de relations transfrontalières entre le département de la Moselle et ses 2 Länder allemands voisins de Sarre et de Rhénanie-Palatinat. Ces Länder ont manifesté leur mécontentement. Suite à cette rupture brutale des accords et traités relatifs à la libre circulation des personnes et des marchandises. En cause, un taux d'incidence trop élevé de la circulation du Covid-19 et de ses variants en Moselle. Et c'est sur ce point que la prise de décision allemande pose problème. D'abord, il a été constaté et relevé que les Länder allemands dépistent 4 fois moins de personnes que les départements français. Et pour cause, le test Covid est payant en Allemagne. Donc, mécaniquement, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Les statistiques sont alors faibles, 80 cas pour 100 000 habitants. En Sarre, mais grimpent aussitôt si on teste en masse, comme en Moselle, 284 pour 100 000 le 28 février. Ensuite, les mesures drastiques décidées sont inapplicables, car l'Allemagne ne veut pas fournir les tests des 16 000 travailleurs frontaliers français, car l'Allemagne l'exige et les fera payer tous les 2 jours. La France n'en dispose pas non plus, car ils doivent être tous négatifs et valables uniquement 48 heures pour rejoindre l'Allemagne. L'Allemagne se moque de nous. Pour les enfants, c'est encore plus dramatique. Qui peut exiger qu'un enfant de plus de 6 ans, scolarisé en Allemagne, mais vivant en France, fasse un test antigénique ou PCR avec écouvillon tous les deux jours? C'est très douloureux. Ils sont 1000 dans ce cas-là et c'est inacceptable. Nous sommes transparents, mais l'Allemagne doit l'être aussi. Tous nos efforts commencent à payer. Nous sommes passés de 471 cas confirmés de Covid le 27 février à 124 le 1er mars en Moselle. Chers collègues, il faut conclure. Oui, vite fait. Monsieur le Premier ministre, le chef de l'État a-t-il engagé avec l'Allemagne un dialogue visant à s'aligner sur des règles identiques, comme le décompte des cas d'hospitalisation? Merci, chers collègues. Et peut-on exiger qu'un test salivaire pour les enfants? Merci. Merci. Avant de donner la parole à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, j'attire votre attention, chacun et chacune de mes collègues. On a un temps de parole limité. Veuillez, s'il vous plaît, essayer de le respecter pour que chacun puisse poser sa question dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Herzog, vous l'avez rappelé, dimanche, l'Allemagne a annoncé le classement du département de la Moselle en zone à risque au titre de la circulation des variants. Nous l'avons dit, c'est une décision que nous regrettons comme vous, parce qu'elle ne tient pas compte des nécessités, des exigences d'un bassin de vie sur le plan scolaire, sur le plan du travail, sur le plan de la vie quotidienne. Nous avons néanmoins, tout au long de la semaine, et nous poursuivons cet effort, mené une étroite coordination à tous les niveaux, les élus locaux, les exécutifs départementaux et régionaux, le gouvernement et le président de la République lui-même avec la chancelière Merkel. Nous avons mené cette concertation avec l'Allemagne pour éviter les conséquences les plus dures
de ce classement. Je rappelle que automatiquement, ce classement a abouti avec les voisins autrichiens et tchèques de l'Allemagne à une fermeture complète des frontières. C'est une situation que nous avons voulu éviter à l'égard de la Moselle compte tenu de la réalité que vous rappeliez, notamment pour les 16 000 travailleurs qui quotidiennement ont besoin de franchir la frontière pour exercer leur activité professionnelle. Nous avons pu contenir l'impact de ce classement en permettant que des tests antigéniques et non PCR soient obligatoires, non pas tous les 24 heures comme c'était prévu, mais tous les 48 heures. Nous sommes aussi en train de déployer plus de tests avec les autorités de SAR en particulier, du côté français comme du côté allemand. Et nous avons aussi fait en sorte, je crois que c'est à la fois symbolique et nécessaire sur le plan pratique, que les contrôles ne soient pas effectués systématiquement et sur les points de passage aux frontières pour éviter des ralentissements supplémentaires. Je reconnais que la situation n'est pas encore satisfaisante et que cette concertation doit se poursuivre. Je serai demain et je poursuivrai la concertation avec vous-même, comme je l'ai fait ce week-end, tout au long, à mesure des informations que nous obtenions. Je serai demain en Moselle pour poursuivre ce travail et continuerai avec vous, avec les autorités allemandes, à essayer de prendre en compte au mieux la situation pratique pour les enfants, pour leurs parents, pour les travailleurs frontaliers. Nous les avons bien en tête, à cœur, et nous continuerons ce travail. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Vous avez relancé hier la concertation pour votre réforme de l'assurance chômage. À l'unanimité, les organisations syndicales la rejettent. Mais vous persistez dans votre obstination à aggraver la précarité des plus fragiles dans notre pays. Vous annoncez ainsi vouloir faire plus d'1,3 milliard d'économies sur le dos des demandeurs d'emploi. Oserais-je vous rappeler qu'ils ne sont pas les responsables de leur situation? Depuis des mois, en pleine crise sanitaire, les plans de licenciement se multiplient de partout dans notre pays. Face à cette crise sociale qui s'aggrave, votre réponse est repousser d'un an le bonus-malus pour les entreprises, imposer dès le 1er juillet la baisse de 20% des indemnités journalières à plus de 830 000 demandeurs d'emploi. On est finalement bien loin du « et en même temps » de 2017. Depuis plusieurs mois, la pauvreté s'accroît dans notre pays. Les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique nous alertent quotidiennement. Les files d'attente s'allongent pour la distribution alimentaire semaine après semaine. La crise sanitaire ne peut être un justificatif à cette réforme. Alors oui, Madame la Ministre, quand allez-vous renoncer à votre réforme inique de l'assurance chômage ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cukierman, sans surprise, nous ne sommes pas d'accord sur la réforme de l'assurance chômage. Mais je ne peux pas laisser dire que le gouvernement n'agit pas massivement pour lutter contre la précarité. Je vous rappelle que nous avons prolongé, par exemple, les droits des demandeurs d'emploi depuis le mois de novembre en mobilisant près d'1,5 milliard d'euros. Je rappelle également que nous avons mis en place une garantie de revenus de 900 € par mois pour les travailleurs précaires. Nous avons mis en place cette aide exceptionnelle depuis le mois de novembre et nous avons décidé de la prolonger jusqu'à fin mai. Ce sont plus de 460 000 demandeurs d'emploi qui bénéficient de cette aide pour laquelle nous mobilisons 1,2 milliard d'euros. Je rappelle également que pour lutter contre la précarité, nous mobilisons l'activité partielle depuis le début de la crise qui a protégé 9 millions de salariés au plus fort de la crise et encore 2 millions en janvier dernier. Et sur la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement a pleinement pris en compte le contexte sanitaire, économique et social. Nous avons fait des adaptations très fortes pour répondre aux observations des organisations syndicales, avec notamment le maintien du seuil d'ouverture des droits à 4 mois, tant que la situation sur le marché du travail n'est pas revenue à la normale. Ou encore, nous avons mis en place un plancher dans le calcul de l'allocation chômage pour éviter les allocations trop basses. Donc vous voyez, Madame la sénatrice, j'ai la conviction que cette réforme assure le meilleur équilibre possible sur l'assurance chômage dans la période actuelle. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Cukierman pour la réplique. Vous avez 41 secondes.
Madame la ministre, je vous pose une question sur la réforme à venir. Vous m'expliquez que, heureusement, dans la 5e puissance mondiale, nous n'avons pas laissé mourir le gens et que nous avons mis en place des mesures d'urgence pendant cette crise sanitaire que personne n'a souhaitée. Et oui, dans ces mesures d'urgence, nous avons protégé l'activité économique, les femmes et les hommes qui, au quotidien, continuent de travailler. C'est bien normal, ce n'est pas le moment de se dire merci. Ce que vous proposez, c'est d'aggraver, dès le 1er juillet, la situation de ces femmes et de ces hommes qui, aujourd'hui, perdent leurs emplois. Madame la ministre, vous avez déclaré il y a peu que vous étiez une femme de gauche, attachée à la justice sociale. Eh bien, la réforme que vous proposez n'est pas une réforme de gauche. Et une réforme de gauche, c'est tirer les droits vers le haut et ne pas les abaisser vers le bas. C'est finalement avec ces politiques que vous faites progresser l'extrême droite dans notre pays. Ce ne sera pas de la responsabilité des électeurs de gauche. La parole est à monsieur Julien Bargeton pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Brigitte Bourguignon. Face à l'évolution des variants contrastée selon les territoires, le gouvernement a choisi une gestion territorialisée de la pandémie justifiée par les différences existantes entre les zones géographiques. Ma question vise à vous demander un bilan des premières remontées de la concertation qui était déjà largement engagée et qui s'approfondit. Des maires ont fait parvenir des suggestions intéressantes et utiles. Les derniers jours ont cependant plutôt été marqués par la volte-face spectaculaire de la maire de Paris qui, pétrie de certitude, a demandé un confinement strict de 3 semaines pour tout rouvrir ensuite, puis transformer cette affirmation catégorique en simple hypothèse pour enfin dire qu'il n'en avait été jamais question. Tout cela en 4 jours, ajoutant la faute politique à la faute professionnelle. Les élus de tous bords, et y compris du sien, partout en France, se sont réfugiés dans un silence assourdissant dont je sais qu'il est en réalité réprobateur. Sénateur de Paris, je le dis, j'ai été très choqué que jamais n'aient été concertés ni les maires d'arrondissement, ni les élus franciliens, comme si Paris était une citadelle et que le virus allait s'arrêter à ses portes. Donc, cette épidémie exige d'être solidaire et non pas un exercice du pouvoir qui est solitaire. Surtout quand on attaque la verticalité. Madame la ministre, au moment où il faut être à la hauteur des enjeux, humilité, responsabilité, unité. Monsieur Bargeton. Quel est le bilan que vous tirez, quelles sont les conclusions que vous tirez des premières remontées des élus locaux et qui sont sérieuses? La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. S'il vous plaît, chers collègues, si l'on pouvait poursuivre cette séance dans le calme, ce serait bien. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Julien Bargeton, je vous remercie pour cette question qui me permet de rappeler, s'il en était besoin, la situation sanitaire dans notre pays, qu'il est loin d'être amusante, qui demeure particulièrement préoccupante d'ailleurs. Nous occupons près de 22 000 nouveaux cas déclarés chaque jour en moyenne, un nombre de patients en réanimation qui augmente. Près de 71% des lits en réanimation sont occupés par des patients atteints de ce virus et surtout les variants qui progressent. Le taux d'incidence remonte partout, mais la situation est particulièrement préoccupante. À Mayotte, à La Réunion, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, dans la région PACA, ce que nous suivons de très près avec Olivier Véran. Nous déployons à cette fin un arsenal de mesures visant à briser la dynamique épidémique, le suivi des cas contacts, le respect de l'isolement des patients des cas contacts. Nous accompagnons ces collectivités impactées par des mesures de gestion dédiées. La vaccination s'accélère. Elle présente de très bons résultats en EHPAD, près de 80% des résidents ayant reçu la première dose. La campagne s'accélère aussi pour nos concitoyens les plus âgés et les plus jeunes qui présentent des facteurs de risque. Néanmoins, nous devons prendre la mesure du moment,
rester vigilants collectivement. Cette vigilance s'exerce au quotidien par le respect des gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, le recours au télétravail quand c'est possible. Nos concitoyens ont consenti à de nombreux sacrifices qui ne sauraient être bafoués sur l'autel d'enjeux partisans. Dans un esprit de concorde, nous tenons à consulter, à associer les collectivités concernées pour l'élaboration des réponses les plus adéquates, en phase avec les dynamiques territoriales. Les Français sont en attente de clarté sur des décisions. Nous agissons donc en responsabilité. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pour la première fois dans notre histoire récente, un ancien président de la République a été condamné à 3 années d'emprisonnement pour corruption active et pour trafic d'influence par le tribunal correctionnel. Quelques heures plus tard, votre ministre de l'Intérieur a, lors d'un déplacement officiel, indiqué, je cite, « Nicolas Sarkozy, en ces moments difficiles, a évidemment tout mon soutien ». Lorsque le ministre de l'Intérieur s'exprime face caméra en déplacement officiel, ce n'est pas un propos privé, c'est la position du gouvernement. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question est simple. Partagez-vous les propos de votre ministre de l'Intérieur et considérez-vous qu'ils soient compatibles avec sa fonction? Merci, chers collègues. Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie. Vous êtes une spécialiste des questions institutionnelles et des questions judiciaires et vous savez donc qu'en tant que membre du gouvernement, je n'ai pas de commentaires à faire sur une décision de justice. Il y a une séparation des pouvoirs, un état de droit. Vous avez cité les propos de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Je regrette que vous n'ayez pas cité l'intégralité de la phrase et que vous ayez sélectionné un bout de la phrase. Gérald Darmanin a commencé par dire « Je n'ai pas de commentaire à faire sur une décision de justice ». Il l'a dit très clairement, il l'a dit on ne peut plus clairement, qu'il ait ensuite, à titre personnel, des mots amicaux pour une personne qu'il connaît. C'est tout à fait son droit et sa possibilité, mais l'important, c'est que l'ensemble des membres du gouvernement, et d'ailleurs depuis le début de ce quinquennat, à chaque fois que nous sommes amenés à être interrogés ou à devoir réagir sur des affaires judiciaires, nous nous en tenons à une ligne en permanence. Et a fortiori, quand il s'agit d'un ancien président de la République, comme pour tout autre justiciable, nous en tenons à une ligne qui est de ne pas commenter une décision de justice, ce qu'a rappelé Gérald Darmanin dans ses propos. Merci, Monsieur le ministre. Madame de La Gontrie, vous avez la parole pour 1 minute 15. Monsieur le Premier ministre, votre silence est éloquent. Vous avez souhaité ne pas répondre et finalement, nous ne saurons pas si vous partagez ou non les propos du ministre de l'Intérieur. J'ai tendance pour ma part, car je vous fais confiance sur ce point, à penser que vous manifestez ainsi votre réprobation. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, décidé d'inscrire à l'agenda du gouvernement un texte qui sera présenté par le garde des Sceaux qui s'appelle « Rétablir la confiance dans la justice ». De la même manière, nous allons débattre dans quelques jours, dans cet hémicycle, d'un texte sur le respect des principes de la République. Mais lorsqu'on a l'honneur de participer à un gouvernement, on doit chérir la Constitution et on doit chérir les principes de la République, parmi lesquels le respect de la loi et le respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Comment ne pas voir l'effet dévastateur de l'expression publique d'un soutien amical adressé par le patron des policiers à une personne lourdement condamnée pour des manquements à la probité? Monsieur le Premier ministre, nul ne peut se réjouir de voir un ancien président de la République condamné pour corruption. Mais tous, nous devrions nous réjouir d'avoir une justice qui s'applique à tous, puissants ou misérables. Nous devrions, au terme de notre Constitution, chérir l'indépendance de l'autorité judiciaire dont le président de la République est le garant. Il semble nécessaire aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, que vous le rappeliez à votre ministre de l'Intérieur. Merci. La parole est à Madame Guilaine Pantel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'avenir des lignes de desserte fine interrégionales Béziers-Clermont-Ferrand-Paris et Nîmes-Clermont-Paris qui, comme vous le savez, desservent la Lozère. Plus spécialement, j'interviendrai sur la ligne dite de l'Aubrac. L'État et la région Occitanie travaillent actuellement à un protocole relatif aux lignes de desserte fine du territoire de la dite région.
Cet accord doit permettre de matérialiser les engagements respectifs de l'État, de la SNCF et de la région. Vous avez souhaité exclure les lignes de l'Aubrac et des Cévennes de ce protocole afin de les traiter dans un accord interrégional ultérieur associant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce souhait de report renforce les inquiétudes sur les intentions du gouvernement concernant la ligne de l'Aubrac. Actuellement, elle est interrompue pour une durée indéterminée et l'on sait que des travaux d'urgence sont nécessaires au maintien du transport ferroviaire. Cette ligne, monsieur le ministre, est essentielle pour la Lozère et le sud du Massif central. D'abord parce qu'elle relie, comme le Cévenol, la Lozère, notre capitale. Ensuite, monsieur le ministre, nous ne sommes pas des sous-citoyens. Nous avons droit, comme tous les Français, à des infrastructures qui nous permettent de rejoindre Paris en un temps raisonnable. Ensuite, parce que la ligne de l'Aubrac achemine de nombreux lycéens et étudiants vers leur lieu de formation et assure le fonctionnement et la viabilité d'une des dernières usines sidérurgiques françaises, entreprise innovante dans le domaine des aciers électriques haut de gamme. Enfin, parce qu'elle donne accès à l'Aubrac à des centaines de touristes chaque année. Ma question, monsieur le ministre, vous l'aurez compris, est triple. Où en est cette convention ? Que contiendra-t-elle ? Quels sont les engagements de l'État et de la SNCF pour satisfaire les besoins urgents d'investissement en matière de régénération de cette ligne ? Quelle est l'ambition de l'État pour la pérennisation à long terme des circulations fret et voyageurs sur cette ligne ? Merci. Merci, Madame Pantel. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Sénatrice. Vous m'interrogez sur la desserte du Massif central, ce qui me permet de revenir brièvement sur la politique du gouvernement en matière ferroviaire. Comme vous le savez, en 2017, nous avons concentré notre action sur les lignes du quotidien, en suspendant pour un temps les grands projets, de manière à assainir d'abord la situation financière de la SNCF, avec 35 milliards de dettes reprises, de réinvestir massivement sur le réseau ferroviaire, plus de 3 milliards par an, et d'engager le sauvetage des petites lignes ferroviaires, en lien avec les régions, pour un volume de 6,5 milliards d'euros pour pérenniser ces 9000 km de petites lignes ô combien essentielles pour nos territoires. Nous avons, et vous l'avez évoqué, commencé à négocier 2 contrats avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'un signé il y a quelques semaines en présence du Premier ministre, de manière à assurer la pérennité des 9 lignes ferroviaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, tout en dégageant des crédits d'urgence pour assurer les 130 millions de travaux d'ici à 2022. Dans le même temps, j'ai souhaité avoir cette discussion que vous avez évoquée au niveau interrégional, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, sous l'égide du préfet Philizot, sur les lignes de l'Aubrac et du Cévenol, de manière à conclure d'ici à mi-mai un engagement réciproque entre l'État, SNCF Réseau et les 2 régions concernées, tout en assurant de la même façon les travaux d'urgence que nous assurons notamment sur la ligne entre Chély-d'Abgé et Neussargues. Vous pouvez compter, Madame la Sénatrice, sur le total engagement du gouvernement. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Pantel, il vous reste 7 secondes si vous avez 2 mots à dire. L'étude d'itinéraire envisagée... Au-delà d'un engagement financier ponctuel, ma question porte bien sur l'engagement à long terme de l'État. Et au-delà du Grand Paris, il y a la France. Chaque territoire mérite l'investissement de l'État. Merci. Merci, Madame Pantel. La parole est à Monsieur Ronan Dantec pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Merci, Madame la Présidente. Ma question ne s'adressait pas spécialement au ministre des Transports. Ce week-end, pour sa dernière session, la Convention citoyenne pour le climat a très sévèrement noté la manière dont le gouvernement a traduit dans la loi ses propositions. Malgré l'engagement du président de la République d'une déclinaison sans filtre des travaux de cette Convention citoyenne, le gouvernement a décidé de les repasser à la moulinette, hachant menu, très menu, l'ambition initiale et le mandat donné aux 150 citoyens. Ainsi, alors que nous savons qu'il faut 10 ans pour que nos décisions politiques aboutissent à des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre, vous décidez aujourd'hui que la France n'honorera pas en 2030 ni l'accord de Paris, ni l'objectif européen de réduction de 55% des émissions de CO2, objectif que vous avez pourtant soutenu lors du Conseil européen du 11 décembre dernier. Faut-il le rappeler, le CESE, le Conseil d'État ou le Haut Conseil pour le climat pointent tous l'insuffisance du projet de loi et ses incohérences. Le Haut Conseil du climat conclut même que ce texte permettra au mieux 20% de réduction des émissions en 2030. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. En novembre prochain, la COP26 sera consacrée au rehaussement de l'ambition. Comment comptez-vous donc assumer à Glasgow cet adieu français à l'accord de Paris que nous avions pourtant porté il y a 6 ans par une mobilisation exceptionnelle de notre diplomatie ?
Merci, Monsieur Dantec. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Dantec, vous interrogez Madame Barbara Pompili qui, ne pouvant être présente, m'a chargé de vous répondre. Je tiens d'abord à rappeler le caractère totalement inédit de démocratie participative qui a permis, sous l'impulsion du Président de la République, à 150 citoyens, à la fois de se construire une vision personnelle et de faire des propositions très concrètes pour remplir les objectifs que vous avez évoqués et qui nous permettent effectivement d'être sur cette marche des 2 degrés que nous considérons comme tout à fait essentielle. Nous avons longuement et continuellement échangé avec les citoyens. Ceux-ci ont rendu un jugement sur l'action du gouvernement en toute indépendance. Il appartient maintenant au Parlement de se saisir du texte et de remplir sa fonction au nom du peuple français. Parmi les 149 mesures de la CCC, un grand nombre a déjà été mis en œuvre par voie réglementaire et par d'autres canaux, notamment par la voie des initiatives européennes. À titre d'exemple, au ministère des Transports, sur les 42 mesures proposées, 25 sont déjà à l'œuvre, ont été mises à l'œuvre par voie réglementaire et 14 sont intégrés dans le projet de loi de la Convention citoyenne. Nous avons pu ainsi avancer sur des sujets majeurs. Je pense notamment à la conversion du parc automobile qui aura des impacts et des résultats très significatifs en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, à la création de 35 zones à faible émission qui permettent là aussi de lutter contre la pollution de l'air dans les zones les plus densément peuplées ou encore à la multiplication du plan vélo que je sais vous appelez de vos vœux. Notre vision est simple. Nous agissons en complémentarité des modes de transport et non en concurrence. Nous organisons l'équité entre les territoires et nous mettons en œuvre des transitions industrielles dans le souci de justice sociale, tant vous savez que certains secteurs subissent des mutations extrêmement profondes. Notre action, monsieur le sénateur, elle est inédite, elle est résolue, elle est responsable. Nous sommes fiers de porter cette action et nous sommes convaincus qu'elle portera des résultats tangibles et rapides. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Dantec, vous avez la parole pour 33 secondes. Oui, Monsieur le Ministre, vous n'avez pas échappé que ma question était sur la stratégie diplomatique de la France à Glasgow. Donc, un petit rappel, Glasgow s'annonce aujourd'hui avec des engagements extrêmement ambitieux des Américains, des Japonais et même des Chinois, et que nous allons être la première grande puissance industrielle à arriver à Glasgow après le vote de sa propre loi en disant clairement « nous ne tiendrons pas les engagements ». C'est une position qui est intenable sur la scène internationale. Et pour conclure, Monsieur le Premier ministre, une petite confidence. Je suis un ayatolliste, c'est-à-dire que je respecte et je cherche à appliquer par la loi les engagements internationaux de la France. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Daniel Chassaing pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mes chers collègues, le 2 novembre 2020, l'administration centrale au ministère de l'Intérieur a adressé un message à tous les directeurs du SDIS indiquant le lancement d'une réflexion pour un décret d'encadrement de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires sans que ceux-ci soient consultés. Ils représentent pourtant 79% des effectifs. En effet, en rapport avec les directives européennes de 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, cette missive indique que les sapeurs-pompiers volontaires pourraient être considérés comme supplétifs de fait et risquent donc d'être assimilés à des professionnels. Cela irait à l'encontre du refus de transposer la directive aux sapeurs-pompiers volontaires qui est défendue depuis 2003 par tous les parlementaires et tous les gouvernements. La loi du 20 janvier 2011 est très précise et indique l'activité des sapeurs-pompiers volontaires qui repose sur le volontariat et le bénévolat n'est pas exercée à titre professionnel. En 2019, j'avais interrogé le secrétaire d'État, M. Numes, qui avait fait une réponse claire en indiquant que les sapeurs-pompiers volontaires ne seraient pas assimilés à des salariés. 2 ans après, donc cette missive entraîne une forte inquiétude chez les sapeurs-pompiers volontaires, les départements, les élus, les SDIS. L'organisation de la sécurité dans le monde rural serait menacée en désorganisant totalement la fonction des SDIS avec une dégradation des délais des secours et la disparition progressive de ce service public solidaire. Monsieur le ministre, vous nous aviez promis une action au niveau européen. La France assurera la présidence tournante du Conseil européen à partir de janvier. Pouvez-vous nous assurer que la question des sapeurs-pompiers volontaires sera à l'ordre du jour et enfin réglée ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, les sénateurs, pardon, je prie de m'excuser, les sénateurs et Monsieur le sénateur Daniel Chassaing. Comme vous le pointez très justement dans votre question, le ministère de l'Intérieur a effectivement adressé une communication aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours en novembre 2020 suite à la réponse de la Commission européenne sur la question de cette directive européenne du temps de travail, la DETT, et c'est bien un message pour leur annoncer cette concertation. Il existe aujourd'hui, vous le savez, un consensus partagé par une très grande majorité des parties prenantes sur la nécessité de pouvoir adapter notre modèle actuel de volontariat, non pas pour remettre en cause son mode de fonctionnement qui a largement fait ses preuves, vous l'avez très bien rappelé, tant au quotidien que dans les crises. Et je voudrais ici saluer le travail de ces sapeurs-pompiers volontaires partout en France, mais bien pour veiller à encadrer certains points qui pourraient notamment risquer de conduire à des décisions de justice qui seraient contraires au principe de l'engagement citoyen que nous défendons ici collectivement. C'est donc bien sous le sceau de la transparence et de la concertation que le ministère de l'Intérieur a voulu initier ces travaux qui doivent nous permettre de trouver des solutions à ces problématiques qui ont été soulevées par la directive européenne de 2003 concernant certains aspects, notamment de l'aménagement du temps de travail. Dans cet esprit, je voudrais vous dire que des entretiens avec les associations d'élus, avec les organisations représentatives des sapeurs-pompiers ont eu lieu et vont continuer de se tenir. La réflexion qui vient de s'engager doit pouvoir permettre, en liaison étroite évidemment avec les SDIS et avec l'ensemble des acteurs et partenaires, de disposer de leurs analyses sur les problématiques, mais aussi de leurs propositions. Je voudrais vous dire ici, au nom du ministère de l'Intérieur, que nos objectifs ils sont clairs. Maintenir une organisation efficace des SDIS sans perdre de potentiel opérationnel, proposer une solution concertée et soutenue évidemment par l'ensemble des acteurs de la sécurité civile qui ne porterait pas atteinte à notre modèle de volontariat, tout en sécurisant évidemment ce dispositif au regard du droit de l'UE. Dans cette concertation à venir, je voudrais vous dire que nous n'écartons pas d'hypothèses, notamment pour répondre plus précisément à votre question, la proposition d'une initiative citoyenne qui pourrait dispenser les sapeurs-pompiers volontaires de la DETT dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. C'est un travail que nous menons avec le secrétaire d'État chargé de ces questions. Je vous en remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Chassaing, il vous reste 5 secondes. Donc une fois pour toutes, il faut régler le problème généré par cette directive européenne qui, depuis 2003, hypothèque l'avenir des sapeurs-pompiers volontaires, particulièrement indispensable au milieu rural et à la France. Merci Monsieur Chassaing. La parole est à Monsieur Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires, comme moi, vous entendez les préoccupations et les inquiétudes grandissantes des collectivités locales, plus particulièrement des communes et des intercommunalités fortement mobilisées, mais aussi des départements sur la dégradation de leur situation financière pour mieux répondre à l'urgence de la crise sanitaire et à ses conséquences. Même si les chiffres ne sont pas totalement stabilisés, l'Association des maires de France estime autour de 5 milliards d'euros les pertes pour les communes imputables à la crise sanitaire et 25% des intercommunalités jugent aujourd'hui leur situation financière dégradée. Les collectivités concernées demandent et méritent toute notre attention. Madame la Ministre, devant l'hétérogénéité des situations dans nos territoires, quel plan d'action le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour soutenir les collectivités et leur permettre de préparer la sortie de crise et préserver leurs investissements locaux? Monsieur Husson, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le rapporteur général Jean-François Husson, comme vous le savez, le gouvernement a pris de nombreuses mesures de soutien aux collectivités territoriales dont les finances ont été effectivement très touchées par la crise que nous traversons. J'en cite quelques-unes. Bien sûr, le filet de sécurité pour les communes qui, je rappelle, a été revoté dans la loi de finances pour 2021. Vous avez parlé des départements, vous vous rappelez des avances aussi pour les DMTO. Je rappelle aussi, bien sûr, la possibilité d'étaler sur 5 ans les coûts liés à la crise, ce qui me semble important également. Et puis, nous n'avons pas relâché, et au contraire, nous avons développé les soutiens à l'investissement massif pour les collectivités territoriales grâce au plan de relance. Au total, c'est à peu près 7 milliards d'euros qui a été consacré
aux collectivités territoriales. Alors bien sûr, en partie grâce à ces mesures, en partie je dis bien, on peut constater que les finances locales ont mieux résisté qu'on ne l'imaginait. Les remontées nationales à fin janvier indiquent une baisse de 1,4% des recettes de fonctionnement et une hausse de 0,2% des dépenses de fonctionnement, je dis bien toutes collectivités territoriales confondues. Ainsi, même si l'épargne brute diminue, puisque l'épargne brute diminue de 3,7 milliards d'euros, elle se maintient au même niveau qu'en 2018 et bien au-dessus des niveaux, bien sûr, des années précédentes. Cette tendance souligne que les budgets locaux sont, je dirais, résistants, même si nous savons qu'il y a de grandes inégalités, bien sûr, selon les collectivités territoriales. Je dirais qu'elles sont d'autant plus résilientes, comme on dit aujourd'hui, si on la compare à la baisse du PIB de 8,4% en 2020. Donc nous sommes conscients que la crise ne touche pas toutes les collectivités de la même manière. Et c'est pourquoi, avec Olivier Dussopt, nous avons engagé un travail de fond avec les associations d'élus du bloc communal pour affiner ces constats généraux et apprécier l'impact collectivité par collectivité. Ce travail est en cours et bien sûr, on vous y associera. Merci. Monsieur Husson, vous avez la parole pour 1 minute. Oui, pardon, Madame la Ministre, merci pour les éclaircissements que vous apportez, mais ils sont malheureusement pour l'instant insuffisants. Je veux quand même rappeler que dans les communes, par exemple, de plus de 3 500 habitants et dans les grandes villes, nous avons eu des baisses tarifaires très importantes, de plus de 30% concernant les recettes tarifaires et de plus de 20% concernant l'occupation du domaine public. Je rappelle d'ailleurs que dans ces villes et dans ces grands centres urbains se trouve le taux le plus important de pauvreté et de précarité. Phénomène bien sûr et malheureusement aggravé par la crise du Covid-19. Je veux dire aussi, et vous l'avez dit, que le choc est pour le moins asymétrique et qu'il touche des territoires avec des forces différentes comme les communes thermales, touristiques ou les situées en zone de montagne qui se sont vus privés de leurs principales recettes financières, par exemple avec la fermeture de tous les établissements touristiques. Enfin, Madame la Ministre, je le dis, ne répétez pas le couac des masques. Souvenez-vous qu'à l'époque, ils étaient inutiles, mais aujourd'hui, les communes attendent encore trop souvent d'être remboursées de la part que l'État leur avait promise. Donc soyez au rendez-vous. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Hervé Gillet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Plus de 7% de RSA, 230 000 chômeurs de plus. Est-ce là l'opportunité pour une relance de la réforme de l'assurance chômage ? C'est anachronique et provoquant. Vous annoncez votre réforme pour l'été 2021 en pleine tempête économique, alors que le recours au chômage est plus que jamais un instrument d'équilibre et de justice. Malgré les incertitudes, votre gouvernement parie sur une hypothétique reprise et s'attaque à l'un des outils les plus essentiels de notre solidarité. Dès que la clause de retour à une meilleure fortune sera engagée, l'UNEDIC prévoit que votre réforme imposera à plus de 850 000 personnes, 4 chômeurs sur 10, une baisse moyenne de 22% de leur indemnisation. Il faudra désormais avoir travaillé 6 mois sur 24 au lieu de 4 mois sur 28 pour accéder à une allocation, alors que tant de nos entreprises, surtout les plus petites, sont en difficulté et peinent à maintenir leur emploi. C'est sur les plus fragiles, les précaires, que vous faites peser vos objectifs d'économie en diminuant leurs droits, en estimant qu'ils font le choix du chômage. C'est faux, ils le subissent. Les plus impactés touchent en moyenne 1 300 €. Est-ce sur eux qu'il faut réaliser vos économies ? Les Français sont inquiets. La pauvreté s'accroît de manière dramatique depuis l'arrivée de la Covid, malgré la solidarité nationale. Alors qu'il faudrait créer les conditions de la confiance, vous ajoutez à l'inquiétude profonde de la population des sentiments d'injustice, d'incertitude et de détresse. Tous les partenaires sociaux sont contre et nous sommes nombreux à vous demander d'abroger ce projet de réforme conçu en 2019 dans un tout autre contexte et inadapté en temps de crise, de l'aveu même de l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Allez-vous poursuivre, malgré ces alertes, au risque d'une véritable casse sociale ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gillet. En vous écoutant, je me pose la question, de quelle réforme parlez-vous ? La réforme que j'ai présentée hier aux partenaires sociaux
est le fruit de 6 mois d'échanges ininterrompus au cours duquel j'ai écouté les observations, les propositions des uns et des autres. Et cette réforme, elle repose sur 2 principes: lutter contre la précarité et assurer plus d'équité dans le calcul des allocations chômage. La réforme met en place un système de bonus-malus qui encourage les entreprises vertueuses en termes d'emploi et qui dissuade les entreprises qui recourent excessivement aux contrats courts. Je pense que nous pourrions nous retrouver sur cette mesure. Et contrairement à ce que j'entends dire parfois, la réforme ne réduit pas les droits des allocataires. Le montant total des allocations est strictement conservé, ce qui veut dire que si l'allocation mensuelle baisse, un mois donné, elle est servie sur plus longtemps. Et par ailleurs, la concertation nous a conduit à mettre en place un plancher pour éviter des allocations trop basses. Je rappelle également que depuis le début de la crise, nous agissons massivement contre la précarité avec l'activité partielle, en prolongeant, quand c'est nécessaire, les droits des demandeurs d'emploi, en mettant en place une aide exceptionnelle pour les travailleurs les plus précaires. 460 000 ont pu en bénéficier. Donc la lutte contre la précarité est et restera au cœur de l'action de ce gouvernement. Merci Madame la Ministre. Monsieur Gillet, vous avez 21 secondes pour la réplique. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous le savons, votre volonté avec le gouvernement est d'afficher une capacité de réforme après l'enterrement de celle des retraites. La réforme de l'assurance chômage, elle n'est pas politique, elle est politicienne. Elle est anachronique et inadaptée. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Philippe Dominati pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, ma question s'adressait à M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, car il y a 2 mois, en 2020, Londres était la principale place financière d'Europe. La moitié des transactions du marché des actions ont migré vers l'Union européenne. Et contre toute attente, après 4 siècles, Amsterdam est devenue la première place financière européenne, devant Londres, et Paris maintient tout à fait sa 3e place, avec une légère progression, mais loin derrière, avec 2/3 à peu près des transactions de la Bourse de Londres. Il est vrai que les gouvernements français ont fait pendant longtemps la promotion de la fiscalité hollandaise, en plaçant les participations de l'État sur la place hollandaise, à La Haye. Il est vrai aussi que ça montrait l'exemple à des groupes nationaux, tels que le groupe Vivendi qui annonce la capitalisation de sa filiale Universal à La Haye dans quelques mois. Et donc la question est à peu près simple. Bruno Le Maire avait déclaré en février 2018 que l'objectif du gouvernement était de faire de Paris la principale place financière d'Europe continentale. Affirmation qui avait été confirmée par le Premier ministre devant les élus franciliens. Manifestement, c'est loupé. Alors ma question est simple pour le gouvernement. Comment se fait-il que le gouvernement hollandais a été plus performant que les autorités françaises pour capter l'essentiel de ces transactions financières? Et deuxièmement, à Bercy, qui s'occupe de la place de Paris? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le sénateur Dominati, vous posez une question relative à l'attractivité de la place et de la Bourse de Paris. C'est effectivement un sujet essentiel sur lequel le gouvernement est mobilisé depuis 2017 et pas trop tard. La France conduit un vaste programme de réformes visant à renforcer la place des services financiers en tant que vecteur de croissance dans notre pays. Nous sommes à l'avant-garde en matière d'innovation dans le domaine des services financiers, dans le domaine que j'ai le plaisir de traiter pour Bruno Le Maire, la finance verte, la finance durable, le sujet d'aujourd'hui, mais surtout peut-être qui vous intéresse de demain, ainsi que pour les applications relatives à la blockchain. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, depuis 2019, Paris a cherché à attirer, a réussi à attirer des acteurs financiers internationaux. Je pense à la relocalisation des plateformes de négociation de Goldman Sachs et d'Akis. Je pense aussi à l'ouverture du nouveau bureau de la Citadel et de la création des filiales européennes de Chubb et de Bank of America, qui sont autant d'exemples qui illustraient concrètement l'attractivité croissante de la place. Paris est ainsi le seul centre financier continental à avoir réussi à capter l'ensemble de l'écosystème
services financiers. Vous le savez, pour terminer, monsieur le sénateur, depuis le 1er janvier 2021 et à la fin de la période de transition du Brexit, les actions d'entreprises de l'Union échangées en euros ne peuvent plus être échangées sur des plateformes boursières du Royaume-Uni, à qui la Commission européenne a fait le choix de ne pas octroyer d'équivalence. Ce mouvement important de rapatriement des échanges d'actions dans l'UE a conduit à la relocalisation dans l'UE des principales plateformes internationales d'échange d'actions. Paris, aux côtés d'Amsterdam que vous mentionniez, en a été l'un des 2 principaux bénéficiaires en attirant 7 plateformes anglo-saxonnes, dont par exemple celle de Goldman Sachs. En matière d'introduction en bourse, pour terminer, de nouvelles entreprises, Paris bénéficie aussi de son attractivité renouvelée. Ainsi, Paris devrait être, dans l'Europe post-Brexit, l'une des 2 places principales de cotation de l'Union européenne avec Francfort. Nous avions pris ce pari et nous sommes proches du résultat. Merci pour votre question. Merci Madame la Ministre. Monsieur Dominati, vous avez 26 secondes pour la réplique. Madame la Ministre, d'autant que vous êtes une ministre élue à Paris, votre réponse est préoccupante parce que tous les acteurs économiques ont compris que les arguments que vous développez sont les mêmes que ceux de Bruno Le Maire en 2018. Il serait temps de réagir. Vous comprenez bien que je vous demandais quelle était votre réactivité après ce premier échec. Vous me reprenez les arguments de 2018. Nous attendions autre chose. Je sais que ce gouvernement ne s'intéresse pas à la région parisienne, au Grand Paris. C'est le premier gouvernement sous la Ve République qui traite aussi mal la région capitale. Merci. La parole est à Madame Françoise Férat pour le groupe Union Centriste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Agriculture. En 2018, la Ferme France a conservé son statut de première puissance agricole européenne avec une production estimée à 73 milliards d'euros et une contribution au PIB de 6,7%. Ces chiffres démontrent la compétitivité et la performance de l'agriculture française, la meilleure du monde en termes qualitatifs, nutritionnels et environnementaux. En des temps normaux, nous devrions rencontrer à cette période de l'année les agriculteurs de nos territoires au Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles. À défaut, cette année sont proposées des journées sur tout le territoire, mais les années suivantes ne ressembleront pas à 2021 et ce serait de bon augure. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe Union Centriste, nous demandons simplement et symboliquement la création d'une journée nationale de l'agriculture. Une date en juin semble convenir, si j'en crois les demandes qui m'ont été faites. Monsieur le ministre, évidemment, cette demande, et je me permets d'insister, ne doit pas masquer les critiques dirigées contre la mauvaise application de la loi Egalim ou les dégâts de la grippe aviaire, pour n'en citer que quelques-unes, mais bien au contraire, valoriser les métiers d'agriculture. Cette journée permettra aux acteurs de la filière de mettre en valeur la spécificité des territoires et les nouvelles techniques plus durables. Elle doit permettre aux concitoyens de connaître les femmes et les hommes passionnés qui nourrissent la population. Il s'agira d'un geste fort qui sortira le secteur agricole de son sentiment de découragement et marquera la considération que l'ensemble du pays doit apporter à nos paysans. Et je compte sur Monsieur le ministre de l'Agriculture pour répondre favorablement à cette demande. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Férat, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de mon collègue ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, qui est retenu à l'Assemblée nationale pour une audition et qui aurait évidemment aimé vous répondre, puisque nous devrions en ce moment être en train de vivre un très grand moment pour notre pays, qui est chaque année le Salon de l'Agriculture. Et le Salon de l'Agriculture, il nous manque. Il manque évidemment aux élus, aux responsables politiques, aux agriculteurs, mais il manque à tous les Français. Parce que c'est un moment qui permet de rappeler notre attachement, notre soutien à la filière agricole dans notre pays. Et nous aimerions pouvoir le faire d'autant plus cette année que depuis un an, si nous avons traversé cette crise et si les Français ont pu traverser cette crise et les confinements avec toujours de quoi se nourrir, c'est parce que nous avons des agriculteurs qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas leur mobilisation et qui sont mobilisés pour permettre de nourrir les
français. Et donc oui, il faut les soutenir. Nous les soutenons depuis 2017 avec notamment la loi Egalim, les circuits courts ou le plan de relance qui prévoit 1,2 milliard d'euros pour l'agriculture, ou encore aux négociations que nous avons avec Bruxelles qui permettent maintenant que 99% des aides de la PAC soient versées dans les temps. Mais vous avez raison, il faut aussi faire connaître nos agriculteurs, leur métier. Pour cela, mon collègue de l'agriculture m'indique plusieurs éléments qui, je crois, répondront à votre suggestion et proposition. D'abord, le Centre national des concours et expositions agricoles organisera au printemps la Semaine française de l'agriculture avec des échanges et des conférences. Ensuite, les Journées nationales de l'agriculture se dérouleront en juin. Elles permettront aux Français, comme vous le souhaitez, de visiter des exploitations et de saisir la réalité du métier d'agriculteurs. Enfin, évidemment, je crois que chacune et chacun dans nos interventions, et c'était encore le cas la semaine dernière où Julien Denormandie était là pour répondre, nous pouvons en permanence rappeler le rôle et la place absolument indispensable et essentielle de nos agriculteurs dans notre pays. Et je vous remercie au nom du gouvernement de l'avoir fait à nouveau. Merci, monsieur le ministre. Madame Ferrat, il vous reste 4 secondes, donc c'est vraiment 2 mots si vous souhaitez profiter de la réplique. Oui, monsieur le ministre, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Vous parlez de journée de l'agriculture. Moi, je vous parle d'une journée nationale de l'agriculture. Merci, madame Ferrat. La parole est à madame Frédérique Puissat pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Emploi. Madame la ministre, vous avez fait le choix de poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage et nous ne pouvons que vous en féliciter. La question de la temporalité et des réformes successives sur ce dossier en est une autre et la crise économique ne gomme pas dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Un contexte d'abord de gouvernance complexe avec les partenaires sociaux qui a été rappelé par mes collègues, non pas par leurs faits, mais bien par les négociations désastreuses du gouvernement d'Édouard Philippe sur ce sujet. Un contexte qui, par vos réformes, tend à rendre le service public de l'emploi plus dépendant de la conjoncture économique, ce qui nous dessine des perspectives financières pour Pôle emploi en 2022 extrêmement incertaines. Un contexte où nous vous tendions la main en proposant que le document de cadrage adressé aux partenaires sociaux sur ce sujet fasse l'objet d'une discussion au Parlement, ce qui a été balayé d'un revers de manche par le gouvernement précédent. Un contexte incertain sur l'état réel du marché et certains secteurs. Mes questions sont donc au nombre de 3. Pensez-vous que les discussions d'hier vont renouer les liens et faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage? Ne pensez-vous pas qu'il faille, pour cette réforme, accepter de travailler davantage avec le Parlement, les régions et les départements avant la sortie d'un décret qui gravera dans le marbre les futures règles d'indemnisation des années à venir? Enfin, ne faut-il pas, au regard de la conjoncture, envisager des solutions à géométrie variable selon les branches ou les secteurs géographiques qui seront sans doute impactés de façon différenciée les uns des autres? Merci, chers collègues. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Frédérique Puissat. Comme vous, je suis attachée au dialogue social et je suis convaincue que les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel depuis le début de la crise. C'est bien pour cela qu'au cours des 6 derniers mois, j'ai écouté les propositions, les observations des uns et des autres. Et c'est comme ça que nous avons construit la réforme que j'ai pu présenter hier. Par exemple, en réponse aux observations des organisations syndicales, nous avons fait le choix de décaler au 1er juillet la mise en œuvre de cette réforme, à un moment où notre stratégie vaccinale sera pleinement montée en puissance, avec des impacts positifs en termes économiques et sociaux. Et puis nous avons aussi fait le choix de maintenir l'ouverture des droits au bout de 4 mois, comme c'est le cas aujourd'hui, tant que la situation du marché du travail n'est pas revenue à la normale. Et je pense que c'est une avancée importante que nous avons introduite avec ces clauses de retour à meilleure fortune qui répond à une considération de bon sens que les paramètres de l'assurance chômage doivent pouvoir s'adapter en tenant compte de la situation du marché du travail. Et puis, comme vous avez vu, nous avons également instauré un plancher pour éviter les allocations trop basses, comme les organisations syndicales nous le demandaient. Et puis, pour répondre aussi aux inquiétudes des organisations patronales, nous avons aménagé le dispositif de bonus-malus pour que les périodes on va dire atypiques de l'année 2020 et du début de l'année 2021 ne rentrent pas
en compte dans le calcul de ce bonus-malus et que les secteurs qui sont le plus affectés par la crise ne soient pas concernés. Donc c'est vraiment une écoute permanente des organisations patronales et syndicales qui nous a permis d'élaborer la réforme qui a été présentée hier. Et par ailleurs, nous devons ouvrir avec les partenaires sociaux une discussion sur la gouvernance de l'assurance chômage qui doit permettre à chacun, l'État, les partenaires sociaux, le Parlement, de trouver toute leur place dans cette gouvernance de l'assurance chômage. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Madame Puissat, vous avez la parole pour 37 secondes. Madame la Présidente, je ne sais pas si vous êtes une femme de gauche, Madame la Ministre, comme le dit Madame Cécile Cukierman. En tout état de cause, nous sommes nombreux à considérer que les conditions d'un dialogue serein avec les partenaires sociaux n'ont pas été au rendez-vous. Ils ne l'ont pas été avec le gouvernement d'Édouard Philippe. En ce qui vous concerne, c'est vrai que vous avez cherché à revoir la copie, mais sur la forme, elle n'était pas la bonne. Madame la Ministre, je crois que très certainement, les territoires ne peuvent pas se satisfaire d'une réforme qui va les impacter. Les départements, les régions n'ont pas été associés à cette réforme. Le Parlement n'a pas été. Les partenaires sociaux ont un sentiment d'une réforme excessivement verticale. Bref, le rendez-vous social n'est pas au rendez-vous, comme on peut le dire, mais par contre, peut-être que le calendrier était peut-être plutôt celui de l'élection présidentielle. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Thierry Cozic pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Toutes les guerres ont leur trésor, paraît-il. 200 milliards. C'est le montant du surcroît d'épargne qui sera accumulé à la fin de l'année dans notre pays, soit près de 8% du PIB. Cette épargne inhabituelle réinjectée dans l'économie pourrait permettre de compenser les effets de la pandémie et assurer un vrai rebond de l'activité. Ces sommes portent en elles toute l'iniquité de cette crise. C'est sans surprise que 70% du surcroît de l'épargne est réalisé par les 20% des ménages les plus riches en France. L'argent n'est pas fait pour être entassé. Il est fait pour circuler. Vos tergiversations sur la question coûtent cher à la France. En matière de libéralisation d'épargne, la confiance est cardinale. En ce sens, les atermoiements sur la politique vaccinale ne sont malheureusement pas de nature à ramener cette confiance dont nous avons tant besoin. Je n'appelle pas à toucher à l'épargne de précaution accumulée par nos concitoyens les plus modestes, mais je vous demande de mettre à contribution ceux pour qui la crise a permis cette accumulation. Rétablir l'ISF pour contribuer à l'effort de solidarité, c'est non. Taxer l'épargne des plus aisés pour relancer l'économie, encore non. En refusant cela, vous actez votre renoncement à faire contribuer ceux pour qui la crise a été synonyme d'enrichissement. Une mobilisation par l'impôt permettrait une répartition plus égalitaire de l'effort de relance. Monsieur le ministre, le virus se propage sur un terrain qui est déjà miné par les inégalités. Celles-ci n'ont eu de cesse de se creuser dans des proportions inédites. Comment comptez-vous mobiliser ce fonds de guerre, thésaurisé par les citoyens les plus aisés, alors qu'un embryon de justice fiscale puisse enfin voir le jour dans votre quinquennat? Il vous reste encore 1 an. Rien n'est jamais trop tard. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le sénateur Cozic, vous m'interrogez sur le fléchage de l'épargne vers la relance de l'économie, sujet sur lequel le gouvernement est mobilisé depuis 2017. Et depuis 2018, vous vous en rappelez, je n'en doute pas, nous avions, avec Laurent Saint-Martin, avec Amélie de Montchalin, lorsque nous étions au Parlement, lancé les rendez-vous de l'investissement productif. Je ne doute pas que vous aviez suivi ça de très près. Vous avez rappelé que aujourd'hui, en 2020, c'est à peu près 200 milliards d'euros d'épargne qui sont disponibles. Vous parlez de trésor. Le trésor, c'est surtout l'argent des Français. Et notre objectif est clair, que cette épargne serve au financement de l'économie réelle de nos entreprises. C'est dans l'intérêt des épargnants, ça leur apporte de la rentabilité dans un contexte de taux bas, vous le savez, c'est aussi, voire surtout aussi, dans l'intérêt de nos entreprises qui ont toujours besoin de ces ressources pour investir, consolider leurs fonds propres et repartir. Cet objectif est un objectif poursuivi maintenant depuis 4 ans. Nous avons intensifié cette action avec la relance. Le label Relance que nous avons lancé en octobre 2020 permet aux épargnants d'identifier les fonds qui ciblent tout particulièrement les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans les entreprises françaises et notamment dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire. C'est un
vrai succès, avec près de 150 fonds labellisés aujourd'hui, 25 milliards d'encours cibles, qui sera investi à 70% dans les entreprises françaises. 60% de ces fonds sont accessibles aux épargnants particuliers qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Et vous le savez, ils sont de plus en plus nombreux. Enfin, nous avons mis en œuvre des mécanismes pour flécher l'épargne vers des entreprises à impact. Et nous incitons de plus en plus chacun des Français à mettre leur trésor, leur épargne, au service du développement de cette économie d'avenir. Je vous remercie, monsieur le sénateur Cozic. Merci, madame la ministre. Monsieur Cozic, il vous reste 6 secondes. Vous ne souhaitez pas en bénéficier. Oui, la parole est à monsieur... Ah, pardon. Il vous reste 6 secondes. Eh ben, je vais faire très vite. Madame la ministre, les bas de laine et les matelas de certains de nos concitoyens sont remplis. De grâce, épargnez-nous vos dispositifs incantatoires qui ne touchent qu'une infime partie de nos concitoyens et libérez équitablement l'épargne dans notre économie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Raymond Hugonet pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, il y a des connaisseurs ici. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Lily Bell et Toumani, 14 ans, sont morts dans l'Essonne lundi et mardi dernier, respectivement à Saint-Chéron et Boussy-Saint-Antoine, 2 charmantes et paisibles bourgades, à la suite d'affrontements entre jeunes. C'est l'horreur absolue. Rien de bien nouveau, me direz-vous, puisque l'amnésie collective ou le parfum de bonne conscience nous font passer sous silence le meurtre du jeune Romuald. Par exemple, 14 ans lui aussi, lâchement abattu en pleine rue à Courcouronnes le 8 novembre 2000. Victime gratuite d'une vieille histoire d'impayé entre 2 familles sur fond de rivalité entre quartiers. Alors notre pays regorge de sociologues éminemment compétents. Nous croulons sous les analyses pertinentes et détaillées du phénomène de violence en bande, gang ou autres tribus. Bien sûr, le sujet est extrêmement complexe, bien sûr la prévention, bien sûr l'accompagnement, mais quand allez-vous répondre enfin, monsieur le ministre, à l'appel de détresse des élus de l'Essonne, obligés par exemple de quémander les crédits de leur plan de prévention spécialisé? Quand allez-vous enfin donner les moyens aux communes de recomposer des quartiers à vivre plutôt que de les matraquer aveuglément avec l'article 55 de la loi SRU? Quand allez-vous calquer enfin l'évolution des effectifs de police et de gendarmerie sur la croissance démographique exponentielle d'un département comme le nôtre, alors que nous le demandons en vain depuis des années? En atteste le 26 janvier 1989 la demande du sénateur communiste Robert Vizet, auquel je veux rendre hommage ici, qui attirait déjà l'attention de votre homologue de l'époque, monsieur le ministre, comme je le fais aujourd'hui, sur l'insuffisance des effectifs de police et de gendarmerie dans le département de l'Essonne. C'était il y a 32 ans. Merci, chers collègues. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, madame la présidente. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Raymond Hugonet, je représente le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que vous interrogez. Vous dressez d'ailleurs un constat important sur la question des violences et notamment des violences en bande dans l'Essonne. Et je veux vous dire que ce constat de violence inacceptable, nous le partageons évidemment. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour y répondre. Vous évoquiez certains faits de violence en Essonne. Moi, je voudrais rappeler ici que dans l'année écoulée, ce sont 91 événements en Essonne qui ont eu lieu de cet ordre liés à des questions de violence et à des bandes. Alors tous n'ont pas d'écho médiatique comme certains faits. J'adresse évidemment mes pensées à la famille de ces victimes, mais aucun pour autant n'est acceptable. D'ailleurs, on observe que les belligérants sont de plus en plus jeunes année après année et que là, nous avons maintenant affaire à des jeunes entre en moyenne 13 et 17 ans qui causent parfois des blessures très graves et des faits irréversibles. Alors il arrive souvent que ces drames soient évités de peu grâce à l'intervention des forces de sécurité intérieure qui font, vous avez raison de le rappeler, un travail difficile, notamment dans certains quartiers. Je voudrais ici les en remercier. Face à ce constat, le gouvernement agit. Nous avons mis en œuvre de façon opérationnelle un certain nombre de dispositifs. Et moi, je ne voudrais pas, monsieur le sénateur, opposer la prévention et la répression ou la prévention à l'action. Notre action, elle est liée de manière indissociable de prévention et de répression. D'abord, il y a effectivement une action répressive et judiciaire grâce à un travail de coopération qui est instauré avec
avec le parquet d'Evry, comme vous le savez, au sein de la cellule de lutte contre les trafics et du référent de lutte contre les bandes qui a été nommé sous son autorité dans chaque circonscription de sécurité. Grâce à cela, les procédures judiciaires pour participation à un attroupement armé ont par exemple été initiées, comme le recours à l'exploitation vidéo qui a été systématisé. Par ailleurs, la mise en place de dispositifs dits d'alerte précoce pour assurer une intervention rapide des forces de sécurité intérieure, elle a été déployée et d'ores et déjà, elle a donné des résultats probants, notamment sur le secteur de Corbeil-Essonnes, où vous le savez, certains affrontements ont très récemment pu être évités grâce à des interpellations préventives d'acteurs qui s'apprêtaient à en découdre, si on peut le dire de cette manière. Par ailleurs, la question de la logique de prévention, elle est évidemment renforcée en amont avec les acteurs locaux, les élus, les chefs d'établissements scolaires. En ce sens, je voudrais vous dire qu'en lien avec le garde des Sceaux, le ministre de l'Éducation nationale et sous l'autorité du Premier ministre, un travail a été lancé pour... En une phrase, si vous permettez, Madame la Présidente, en mai 2021, le nouveau plan de lutte contre les bandes sera donc annoncé par le ministère de Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Hugonet, vous avez 12 secondes. Encore un plan, Madame la Ministre, encore des confettis de paroles. Nous ne nous payons plus de mots, nous voulons des actes et des personnels supplémentaires en Essonne que nous demandons depuis 32 ans. Merci, réveillez-vous. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-François Longeot pour le groupe Union Centriste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Ministre, à mesure que la crise sanitaire dure, elle soulève chaque jour son lot de questions, mais une question essentielle se pose, comment rattraper notre cap vaccinal ? Car alors que la campagne de vaccination cherche à s'accélérer en France, je tiens à vous interroger sur les doses fantômes dont notre pays semble se priver. En effet, selon de nombreux professionnels de santé, alors que seules 10 doses sont initialement prévues dans les flacons des vaccins Moderna, il serait possible d'en tirer une 11e très facilement. Il en allait d'ailleurs de même pour le vaccin Pfizer, pour lequel seules 5 doses étaient initialement prévues, tandis qu'une 6e était finalement autorisée. Ainsi, sous réserve de précaution, il serait donc possible de vacciner plus de personnes avec la même quantité de vaccins. Dans une commune de 4000 habitants, et j'ai pu faire le tour de certaines communes pour voir un peu comment ça se passait sur les vaccinations de mon département, cela représente environ 3 doses par jour, soit 15 par semaine. Après les tensions d'approvisionnement, on imagine aisément le gaspillage que cela représente à l'échelle nationale et le potentiel non utilisé au profit de cette stratégie de vaccination. Monsieur le ministre, les autorités médicales évoluent sans cadre et risquent parfois des poursuites si elles utilisent cette 11e dose. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter face à ce paradoxe insupportable ? Pourquoi ne pas utiliser cette dose supplémentaire pour des patients ayant déjà été infectés par le virus et pour lesquels la Haute Autorité de Santé recommande l'utilisation d'une seule dose ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Jean-François Longeot, merci de votre question qui me permet de rappeler le souci constant, je pense que nous le partageons, du gouvernement d'accélérer notre stratégie vaccinale et de permettre à nos concitoyens de se prémunir au mieux du virus, notamment dans ses formes aggravantes. Ce sont plus de 3 millions de personnes qui ont reçu une première injection et 1,7 million qui vont avoir le deuxième au 2 mars, avec déjà une satisfaction, notamment auprès des personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Avec la ministre Agnès Pannier-Runacher, nous avons le souci permanent de l'accessibilité des doses, leur importation, leur production. Avec Clément Beaune, nous œuvrons à la meilleure coordination européenne possible pour être plus forts ensemble. En ce qui concerne l'usage de ces doses, nous veillons avec Olivier Véran à ce que celles-ci aillent au public, bien sûr, en priorité, en raison de leur vulnérabilité, de leur comorbidité, et je me félicite que près de 80%, plus de 80% de nos concitoyens en EHPAD ont pu bénéficier de cette première dose. Je voulais vous dire aussi que nos aînés sont désormais moins fragilisés et donc ont moins recours aux services d'urgence, et c'était le but et la stratégie poursuivie. Comme vous le voyez, nous partageons avec vous, Monsieur le Sénateur, cet objectif de disposer de doses suffisantes qui soient pleinement efficientes, efficaces et qui puissent être administrées dans les meilleurs délais. C'est à cette fin que l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Moderna prévoit que chaque flacon contient 10 doses.
Néanmoins, afin de s'assurer dans les meilleurs délais qu'il nous soit possible d'exploiter éventuellement une 11e dose et par anticipation, l'État a mis à disposition des établissements de santé, des centres de vaccination, du matériel adapté pour adapter à la récupération de la 11e dose. Il s'agit de seringues particulières. Nous anticipons donc cet enjeu qui est primordial pour organiser ces doses dont nous disposons et d'en faire bénéficier, bien sûr, le plus grand nombre dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Longeot pour 8 secondes. Oui, merci Madame la Ministre. Merci pour votre réponse. Mais c'est vraiment important parce que quand on peut mettre 11 doses, pas 10, c'est quand même important de pouvoir permettre effectivement d'utiliser l'ensemble des flacons. Merci. Merci, chers collègues. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mercredi 10 mars à 15 h. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour le débat sur l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La séance est suspendue. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. De très nombreux thèmes ont été abordés. Vaccination, reconfinement territorialisé, mais aussi assurance chômage ou encore procès de Nicolas Sarkozy. Et tout de suite, on va commencer les réactions salles des conférences et on va rejoindre Alexandre Poussard pour l'interview de Bruno Retailleau, le président du groupe LR ici au Sénat. Et oui, Tam, puisque dans 15 minutes, le Sénat va auditionner le gouvernement sur le projet de loi de lutte contre le séparatisme. Bruno Retailleau, quel va être le mot d'ordre de la droite sénatoriale pour modifier ce texte ? Faire que ce texte soit un texte utile, parce qu'on l'a bien vu avec les attentats, notamment celui de Samuel Paty, il y a la charia qui commence à s'appliquer sur le territoire de France. La réalité, elle est là. Et donc, ce texte doit être un vrai instrument, une arme pour lutter contre l'islamisme. L'islamisme, d'ailleurs, qu'il ne nomme pas. Ce texte ne nomme pas l'islamisme. Donc, dans ce texte, nous ferons en sorte qu'on vitamine un petit peu des propositions qui nous semblent beaucoup trop molles, qu'on comble un certain nombre de manques. Par exemple, qu'est-ce que le séparatisme ? Par exemple, la question du voile, qui est un instrument, un marqueur de séparatisme, la question aussi migratoire sur certains de ces aspects pour les cartes de séjour, et enfin, il faut préserver aussi les libertés, et je pense notamment à la liberté de l'enseignement. On ne peut pas, si j'ose dire, notamment de l'enseignement en famille, amoindrir ou même anéantir cette liberté qui existe depuis 1882, c'est-à-dire depuis la grande loi Jules Ferry. Vous parliez du port du voile. Il y a eu un sondage IFOP qui est paru aujourd'hui sur le port du voile au lycée. Un lycéen sur deux est favorable au port de signes religieux au lycée. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre ? Je pense que j'ai lu cette étude. Je pense qu'elle est assez dramatique parce qu'elle révèle deux fractures. Une fracture entre les générations, vous l'avez dit, 1 sur 2 pour les jeunes, pour les lycéens, sont favorables. C'est moitié plus que pour leurs aînés qui, eux, sont un quart, c'est-à-dire 25%. Ça mérite qu'on s'y attarde. Et puis, il y a une autre fracture. C'est que quand vous interrogez, par exemple, les lycéens pour Samuel Paty, eh bien, les jeunes compatriotes de profession musulmane dit que 1 sur 2, il lui donne tort d'avoir exposé ces caricatures, alors que pour les autres, c'est seulement 17%. Donc, vous voyez bien qu'on a cette double, fracture. C'est un échec. C'est l'échec de la transmission de la laïcité. C'est l'échec de la transmission de nos valeurs, de notre histoire aussi. Et parce qu'à force de culpabiliser la France, on rend la France coupable de tout. Et donc, comment ces jeunes peuvent-ils aimer la France si on désigne la France toujours coupable ? On viendra sans doute sur les affaires d'Algérie dans quelques instants. On rend la France coupable, alors qu'hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, au nom de la France, a reconnu l'assassinat par l'armée française de l'avocat algérien Ali Boumengel pendant la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette reconnaissance ? Écoutez, moi je veux bien qu'on fasse la clarté et la vérité sur notre histoire. Il ne faut pas que ça soit à sens unique. Ce que je veux dire, c'est que j'attends aussi de l'Algérie qu'elle puisse reconnaître les massacres, par exemple, des harkis, par dizaines de milliers, la torture aussi, sur des Français. Ça doit être dans les deux sens pour qu'il y ait de l'apaisement. Ce que je pense aussi, c'est que, et c'est ma crainte, c'est que ça ne débouche pas sur l'apaisement, mais c'est plutôt sur l'attisement d'un ressentiment. Le ressentiment, on le sait, vis-à-vis notamment d'un certain nombre de quartiers, de jeunes qui sont sur le chemin de la sécession et qui sont alimentés. L'islamisme s'alimente justement de cette pensée décoloniale, du fait que la France, finalement, elle incarne le mal dans le monde.
Et ça, l'islamisme s'appuie sur ce ressentiment pour pouvoir recruter. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est l'Algérie. Vous savez que chaque vendredi, le Hirak a repris, puisque les Algériens contestent leur gouvernement. Or, le gouvernement, depuis des années, des décennies, prend prétexte de la colonisation française pour masquer ses propres échecs. Et de ce point de vue-là, ça n'est pas non plus, je crois, un service à rendre aux Algériens. Donc des efforts aussi à faire du côté de l'Algérie. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette première réaction et je précise que le débrief est aujourd'hui écourté car à 16h30 nous diffuserons en direct l'audition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa autour du projet de loi confortant le respect des principes de la République, le texte sur le séparatisme sur lequel la commission des lois travaille depuis plusieurs semaines qui sera débattu dans l'hémicycle à partir du 30 mars et ensuite vous pourrez également suivre à 18h30 l'audition du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Tout de suite, on va rejoindre Quentin Calvet dans l'hémicycle du Sénat. Quentin, pour un débrief de ces questions d'actualité, je le disais, il y a eu des thématiques extrêmement variées cet après-midi. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Tout à fait, Tam. C'est vrai, beaucoup de sujets très différents. On a parlé agriculture, on a parlé réforme de l'assurance chômage, on va y revenir. On a parlé de la Convention citoyenne pour le climat. Mais parmi les moments forts que l'on a retenus, eh bien, cette question adressée au Premier ministre et portée par la sénatrice PS de Paris, Marie-Pierre de la Gontrie, concernant la déclaration de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a soutenu Nicolas Sarkozy après sa condamnation cette semaine. Eh bien, c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a répondu, rappelant que l'exécutif n'avait jamais commenté les décisions de justice depuis le début de ce quinquennat. Une réponse qui n'a pas convaincu Marie-Pierre de la Gontrie. Écoutez la réplique. Sa réplique, elle a trouvé que le silence de Jean Castex était éloquent. Comment ne pas voir l'effet dévastateur de l'expression publique d'un soutien amical adressé par le patron des policiers à une personne lourdement condamnée pour des manquements à la probité ? Monsieur le Premier ministre, nul ne peut se réjouir de voir un ancien président de la République condamné pour corruption. Mais tous, nous devrions nous réjouir d'avoir une justice qui s'applique à tous, puissants ou misérables. Nous devrions, au terme de notre Constitution, chérir l'indépendance de l'autorité judiciaire dont le président de la République est le garant. Il semble nécessaire aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, que vous le rappeliez à votre ministre de l'Intérieur. Autre sujet qui a largement mobilisé les groupes politiques aujourd'hui lors de cette séance, c'est la réforme de l'assurance chômage. On a entendu 3 questions sur le sujet après la présentation hier par la ministre Elisabeth Borne de cette réforme devant les partenaires sociaux. Une réforme qui fait l'unanimité des syndicats contre elle, notamment sur la baisse pour 830 000 demandeurs d'emploi de leurs indemnités. Eh bien, Elisabeth Borne, elle a répondu sur ce point de la baisse des indemnités et c'est ça que je voulais faire écouter, c'était tout à l'heure. Contrairement à ce que j'entends dire parfois, la réforme ne réduit pas les droits des allocataires. Le montant total des allocations est strictement conservé. Ce qui veut dire que si l'allocation mensuelle baisse, un mois donné, elle est servie sur plus longtemps. Et par ailleurs, la concertation nous a conduit à mettre en place un plancher pour éviter des allocations trop basses. Voilà, Tam, pour 2 des moments forts aujourd'hui donc de cette séance avec une variété de sujets très large aujourd'hui. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces explications. On va continuer à débriefer cette séance de questions d'actualité au gouvernement, une séance qui a également été marquée par un certain nombre de questions autour du Covid et notamment le renforcement des mesures de restriction qui pourraient atteindre un certain nombre de départements qui sont déjà attentivement surveillés aujourd'hui. C'est le cas notamment du Pas-de-Calais, le Pas-de-Calais qui pourrait aller vers un confinement le week-end pendant 3 semaines. Et à ce propos, Alexandre, vous êtes avec le sénateur LR du Pas-de-Calais, Jean-François Rapin. Et oui, la situation est inquiétante dans le département du Pas-de-Calais. Le préfet du département préconise un confinement le week-end sur 3 semaines. Jean-François Rapin, c'est la bonne solution ? Et on n'a pas le choix. Je pense que les mesures qui vont être annoncées, alors je ne sais pas, elles seront proposées par le préfet au Premier ministre. Maintenant, on verra quelles seront les annonces du Premier ministre demain. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas le choix parce que le Pas-de-Calais est en situation compliquée, alors avec une différence territoriale en fonction des arrondissements. Mais en tout cas, comme je dis toujours, ce n'est pas le virus qui voyage, ce sont les gens. Et donc, il est important, sans savoir s'il y aura une efficacité sur ces mesures, mais en tout cas, de pouvoir confiner. Mais le problème n'est pas là. Le problème
problème est dans la vaccination. Le problème est que depuis un mois, les élus réclament plus de vaccins dans le Pas-de-Calais et que nous avons remarqué depuis des semaines que nous étions sous-dotés. Voilà. Et que le taux de vaccination aujourd'hui dans le Pas-de-Calais est à peu près pour 2 vaccinations, parce que je considère qu'on a une résistance suffisante à la maladie dès lors qu'on a deux vaccinations. J'en parle en tant que médecin. Et aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, on est à peu près à 1,66% des gens qui sont vaccinés, alors que en France, on est à 2,5%. Donc il y a un vrai problème. Et justement, face à ce problème, est-ce que vous demandez une priorité à donner au Pas-de-Calais sur les vaccins ? Essentiel. C'est ce que les élus réclament. C'est la condition sine qua non pour faire avaler les mesures potentielles qui vont être prises et qui vont resserrer la situation, mais on ne peut pas faire autrement. Ça voudrait dire déshabiller d'autres départements pour avoir plus de vaccins ? Pas forcément. C'est selon les engagements du gouvernement, la vaccination et les vaccins sont fournis de plus en plus. Donc il faut alimenter logistiquement le Pas-de-Calais de plus en plus et peut-être créer des centres complémentaires. En tout cas, les élus locaux, ils ont annoncé qu'ils étaient prêts pour ouvrir des centres. Donc ce sera un moyen d'ouvrir la vaccination à plus grande échelle. La concertation avec les élus locaux, elle se passe bien pour le moment dans le Pas-de-Calais ? Oui, on a un préfet qui est vraiment au top, je dirais, sur la proximité, sur l'explication, et lui fait avec les moyens qu'on lui donne. Ok, merci beaucoup Jean-François Rapin d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre. Jean-François Rapin, plutôt dans une position donc constructive vis-à-vis des restrictions qui pourraient attendre son département. Et tout de suite, on va rejoindre Jean. Jean, c'est notre streamer politique et anime Sénat Stream en parallèle sur la plateforme Twitch avec les internautes. Et Jean, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette séance cet après-midi avec, on l'a dit, nous, en tout cas, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de thématiques assez variées. Oui, très très variées, mais d'une manière générale, les internautes ont dit qu'ils ont trouvé que les sénateurs étaient assez remontés contre le gouvernement. On sent une forme d'impatience vis-à-vis du gouvernement et de son action ou de son inaction. On a vu par exemple la question de Marie-Pierre de la Gontrie, la sénatrice socialiste, qui a littéralement remonté les bretelles du Premier ministre Jean Castex suite aux déclarations de Gérald Darmanin qui a fait savoir sa sympathie envers Nicolas Sarkozy dès le moment de sa condamnation pour corruption. Ça, c'est vrai que les internautes ont vu à ce moment-là qu'il y avait une certaine tension dans le Sénat et il faut reconnaître qu'ils étaient plutôt d'accord avec Marie-Pierre de la Gontrie. Ça ne va pas dans le sens, cette sortie de Gérald Darmanin selon les internautes, dans le sens de la confiance dans la justice. Et puis on a vu aussi sur l'assurance chômage, on a vu Elisabeth Borne, une ministre du Travail. Je suis désolée Jean, malheureusement, franchement on t'entend trop mal cette semaine, donc je suis obligée de te couper aujourd'hui, mais on te retrouvera la semaine prochaine, j'espère, dans de meilleures conditions techniques. Alors il y avait un sujet qui intéressait beaucoup les internautes, c'était la question de la Convention citoyenne pour le climat, tu nous l'avais dit Jean, et tout à l'heure, au micro d'Alexandre Poussard, on a eu le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, interrogé à ce sujet, on l'écoute. Oui, Jean-Baptiste Djebbari, le sénateur écologiste Renan Dantec vous a interrogé sur les objectifs internationaux de la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Alors, on le rappelle, le projet de loi climat tiré des travaux de la Convention citoyenne est basé sur un objectif de réduction de moins 40% des gaz à effet de serre, mais les objectifs internationaux ont un peu évolué. Par exemple, l'objectif européen est une baisse de moins 55% des gaz à effet de serre en 2030. Est-ce que la France va tenir cet objectif ? D'abord, la France a des premiers résultats. Nous l'avons vu sur l'automobile et quand on compare les émissions entre 2019 et 2020, c'est moins 13% en une année sur la réduction grâce à l'amélioration et au verdissement du parc automobile. Donc les résultats peuvent être rapides si les efforts sont massifs, et les efforts sont massifs. C'est les efforts qui ont été consentis et engagés depuis 2017, c'est les efforts qui sont encore amplifiés par les travaux de la Convention, dont nous avons traduit déjà l'essentiel par voie réglementaire. Pour un exemple, nous avions 42 mesures dans les transports, 25 sont déjà à l'œuvre et 14 sont intégrées dans le projet de loi. Nous allons aller évidemment encore plus loin. Les transitions dans l'ensemble des secteurs, l'alimentation, l'agriculture, les transports, le logement sont absolument massifs en termes d'investissement. Vous savez que pour avoir des résultats, il faut concentrer les efforts sur ce qui produit le plus de résultats. Je pense notamment à la filière hydrogène pour nous, qui va concentrer à la fois des investissements et l'engagement de toutes les filières. Et à ces conditions, effectivement, la France non seulement peut être leader en Europe sur un certain nombre de nouvelles filières et contribuer très massivement et rapidement à l'atteinte de nos objectifs environnementaux. Et donc les efforts sont massifs et cet objectif de moins 55% en 2030, il pourrait être atteint ? Vous savez, d'abord en politique, l'optimisme est de volonté
comme on dit, et nous nous donnons les moyens de cette volonté. Nous avons investi au travers du plan de relance et au travers des engagements européens, du Green Deal notamment, des moyens tout à fait considérables. Donc nous allons continuer à mener ces combats au niveau national et européen pour que ces objectifs soient effectivement à terme des réalités et des résultats tangibles pour nos concitoyens. D'accord, vous êtes optimiste. Alors en revanche, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat sont un peu pessimistes sur ce projet de loi climat qui est tiré de leurs travaux. D'ailleurs, ils lui ont mis une note de 2,5 sur 10. C'est un lourd désaveu quand même pour le gouvernement. Écoutez, vous savez, nous avons reçu les citoyens, nous avons échangé de façon très régulière avec eux. Ils ont jugé l'action du gouvernement en toute conscience. Beaucoup d'ailleurs ont mis 0, et 0 paraît parfois un peu, comment dirais-je, voilà, biaisé, subjectif, on appelle ça comme on le souhaite. Ce qui compte, c'est que maintenant, le projet de loi, d'abord, comme je l'ai dit, il intègre énormément des propositions concrètes qui ont été faites par les citoyens. Il est aujourd'hui à la main du Parlement, qui va le travailler, le renforcer au nom du peuple français. C'est le sens de la démocratie. Et moi, je ne doute pas, encore une fois, que nous serons au rendez-vous des résultats. C'est ça qui compte. Je veux quand même saluer l'exercice démocratique tout à fait inédit de la Convention citoyenne qui a permis à 150 citoyens tirés au sort, représentatifs du peuple français, de se forger les convictions et de faire des propositions très concrètes dans un intérêt tout à fait collectif. Et juste pour finir rapidement, le gouvernement a quand même un peu remanié ses propositions citoyennes, alors qu'Emmanuel Macron avait promis la transmission sans filtre au Parlement. Le gouvernement a respecté parfois la lettre, très souvent l'esprit. Il a parfois aussi choisi de se donner du temps sur les transitions industrielles, quand vous savez que des secteurs sont en profonde mutation et que le coût social des transformations est évidemment très fort. En temps de crise, gouverner, c'est aussi décider. Ces choix, nous les assumons. Et encore une fois, le Parlement souverain jugera la suite donnée à ce texte. Et oui, la balle est dans le camp du Parlement. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette interview de Jean-Baptiste Djebbari enregistrée il y a quelques instants. Dans un instant d'ailleurs, nous allons rejoindre l'audition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa autour du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Ce débrief est donc un petit peu écourté, mais en attendant, on va à nouveau rejoindre Quentin Calmet dans l'hémicycle du Sénat. Car Quentin, on le disait, il y a eu des thématiques extrêmement variées cet après-midi dans l'hémicycle. Il y a eu pas mal de questions aussi sur le Covid et les vaccins. Voilà, la vaccination en particulier. On a entendu une question centriste sur une possible 11e dose dans les flacons de vaccin Moderna. Et on sait que c'est ce qui s'était déjà passé dans les flacons de vaccin Pfizer. Ils étaient conditionnés pour 5 doses et finalement il y en avait 6 dans ces flacons. Alors ce serait peut-être la même chose avec le vaccin Moderna. Eh bien écoutez la réponse de Brigitte Bourguignon qui a répondu sur ce sujet. Elle représentait le ministère de la Santé aujourd'hui au mois des ministres et elle a reconnu qu'une 11e dose était possible. Écoutez-la. Afin de s'assurer dans les meilleurs délais qu'il nous soit possible d'exploiter éventuellement une 11e dose et par anticipation, l'État a mis à disposition des établissements de santé, des centres de vaccination, du matériel adapté pour adapter à la récupération de la 11e dose. Il s'agit de seringues particulières. Nous anticipons donc cet enjeu qui est primordial pour organiser ces doses dont nous disposons et d'en faire bénéficier bien sûr le plus grand nombre dans les meilleurs délais. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec le vaccin Pfizer qui est en train de se passer, peut-être, on l'espère, avec le vaccin Moderna TAM. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces explications autour de la séance. Et je le disais, dans un instant, on va rejoindre l'audition de Gérald Darmanin et de Marlène Schiappa. Tous deux sont auditionnés par la commission des lois autour du projet de loi sur le séparatisme, le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Et puis à ce sujet, on va rejoindre Alexandre Poussard qui se trouve avec le président du groupe Union Centriste ici au Sénat, le sénateur Hervé Marseille. Et oui, juste avant les auditions du gouvernement sur ce projet de loi séparatisme, Hervé Marseille, quelle va être la position des sénateurs centristes sur ce texte? Est-ce qu'ils vont suivre la droite sénatoriale sur certaines positions, notamment sur l'interdiction du voile dans les sorties scolaires ou à l'université? Voilà, c'est des propositions de la droite. Vous pouvez un peu vous rapprocher.
Écoutez, il ne s'agit pas de suivre qui que ce soit. Il s'agit simplement d'examiner le texte. Nous avons reçu hier devant le groupe le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'abord pour parler du premier texte que nous examinons, c'est-à-dire le texte sécurité globale, puisqu'on n'a pas encore examiné celui-là. Vous me parlez de l'autre texte, séparatisme, qui va venir dans quelques temps. Et ces deux textes, pour nous, vont dans le bon sens. Alors, ça ne veut pas dire que nous acceptons globalement tous les points qui sont à l'intérieur, mais on va dire que l'essentiel des points contenus dans ces deux textes vont dans un sens que nous approuvons. Alors, il y a un certain nombre de points qui font discussion. Dans le texte sécurité globale, on va parler beaucoup ici au Sénat des polices municipales. C'est un problème territorial. Je pense qu'on va trouver les voies de compromis nécessaires. Et s'agissant du texte séparatisme, il reste quelques points, à préciser. Mais pour ce qui nous concerne, ce sont des textes qui vont dans le bon sens et sur lesquels nous sommes globalement d'accord. Et pour la loi séparatiste, pour les sénateurs centristes, quels points doivent être à préciser? Est-ce que ça concerne l'encadrement de l'école à domicile? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut permettre aux gens qui le souhaitent, aux familles qui le veulent, d'avoir un enseignement à domicile. Je crois que c'est acquis. Maintenant, il faut pouvoir encadrer ce droit. Parce qu'il ne s'agit pas de laisser les enfants chez eux. On dit qu'il y a des contrôles. La vérité, c'est qu'il faut aller plus loin, que ces contrôles sont trop légers et que la solution, c'est dans un meilleur contrôle de la scolarité à domicile. Et puis, il y a tout le problème des associations où il faut apporter là aussi quelques précisions parce qu'on vise les uns, mais il ne faudrait pas qu'on touche tout le monde. Donc, je crois qu'il y a un encadrement, des contraintes, des contrôles qu'il faut préciser pour que le but recherché soit atteint et que l'ensemble des cultes ne soit pas pénalisé par une loi nouvelle. Merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions et les auditions du gouvernement sur ce texte vont commencer.